je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Pierre Darcas, je suis consultant ITSM et intégrateur ITOP depuis 6 ans maintenant, donc depuis que j'ai rejoint ITSM Factory. Et je vais laisser Alan se présenter aussi. Oui, je suis lead développeur ITOP dans la structure et je m'occupe du coup de toute l'équipe et l'activité en rapport avec ITOP. C'est le cas d'un client qui a souhaité rester anonyme pour des raisons de discrétion du groupe, donc on va respecter ce choix de leur part. En revanche, on va commencer par vous présenter le contexte. Donc c'est un groupe multinational. Son secteur d'activité, c'est le secteur secondaire. C'est assez important parce que, c'est surtout important de préciser qu'ils ne sont pas de l'IT et que le métier n'est pas du monde de l'IT. Donc comme on l'a dit, ils utilisent ITOP depuis 2013 maintenant, donc il y a un sacré historique. Il y a 88 filiales actives sur ITOP en France et partout dans le monde. Donc, ce qui induit pas mal de complexité au niveau du catalogue de services et notamment le fait qu'il y ait une gestion multilingue à avoir du catalogue de services. Donc il y a plus de 500 agents qui travaillent quotidiennement sur ITOP. On a recensé plus de 10 000 utilisateurs finaux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 10 000 qui s'en servent, mais il y en a au moins 10 000 qui ont la possibilité, qui ont des comptes créés pour utiliser le portail. Donc ça en fait une appli quand même très critique. La volumétrie, on a autour de 150 000 tickets par an. Donc c'est assez gros quand même. Et c'est traité par plus d'une centaine d'équipes avec des profils différents et des organisations différentes. Et enfin, en dernier chiffre, on a une BDD qui pèse plus de 240 gigas. Donc pareil, ça induit des petites contraintes techniques, notamment quand on doit faire des migrations. On en parlera tout à l'heure. Donc les enjeux autour d'une application comme celle-ci, au fil du temps, il est devenu central dans l'écosystème de la DSI, parce que ITOP agrège les remontées d'alerte. Donc tous les systèmes de monitoring créent des tickets dans ITOP, ce qui fait que quand ITOP ne fonctionne pas, ils sont un peu aveugles. Il y a aussi l'inventaire matériel, donc on en parlera aussi après, mais il y a énormément de synchronisation et qui maintiennent l'information de l'inventaire en temps réel, et c'est donc ça en fait la base de travail pour tous les gestionnaires de parc du groupe. Il agrège aussi des informations qui viennent des référentiels RH et organisationnels. Ça sert à ouvrir les bons services aux bonnes personnes. Et du coup, c'est très important de maintenir des informations de qualité et à jour. Et enfin, c'est le point d'entrée unique des demandes utilisateurs. Notamment, ça supporte les process de onboarding. Donc, ce qui fait que si on a un problème sur ce module de demande globale d'arrivée, ça rend quasi impossible l'arrivée en bonne et due forme d'un nouveau collaborateur. Du coup, les contraintes qui découlent du contexte et des enjeux. Alors, l'historicité fait qu'il y a eu énormément de personnalisation, puisqu'il y a beaucoup de réalités métiers différentes à l'intérieur du groupe et même à l'intérieur de la DSI. Comme je l'ai dit, notre client n'est pas issu du milieu de l'informatique. Donc, il y a pas mal de standards qui sont supportés par ITOP, qui finalement sortent des standards qu'on a l'habitude de connaître, comme les bonnes pratiques ITIL. On a aussi du coup une partie de la population qui utilise ITOP qui n'est pas issue du milieu de l'informatique. Du coup, ça induit parfois une plus forte résistance au changement. Et ça fait que c'est très très important de maintenir une bonne continuité et dans la façon dont on ouvre les services de la DSI aux utilisateurs, pour éviter qu'ils soient perdus. Et enfin, comme on l'a dit, il y a des informations assez sensibles, organisationnelles et personnelles qui sont agrégées dans ITOP, ce qui fait que la sécurité est un gros point, mais bon, ça comme partout finalement. Du coup, ça nous oblige de suivre les versions LTS. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé cet été de passer à la version 3.2, comme beaucoup de monde. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait, le premier enjeu, c'est vraiment de travailler sur la portabilité du code, s'assurer qu'on arrive à reprendre l'existant et tout le code métier spécifique qui a été développé pour le client. Donc il a fallu absorber la montée de version de PHP, donc il y a quelques fonctions à retirer et à remettre au goût du jour. Là-dessus, on a eu la chance de bénéficier d'un audit de migration qui est réalisé par Combodo sur notre demande. Ça nous a permis de lister toutes les extensions qui allaient avoir besoin d'être soit montées de version ou soit retravaillées quand c'était des extensions qu'on avait développées nous-mêmes. Donc c'est un bon premier inventaire. Et aussi, ça a mis en lumière beaucoup d'objets, de
customisations qui avaient été faites dans eTop et qui n'allaient plus être compatibles avec le nouveau modèle de données. Et à chaque fois, en nous indiquant si on pouvait faire ces corrections avant, donc pendant qu'on était encore en 2.7, ou après, une fois qu'on était passé en 3.2, enfin au moins qu'on avait migré une instance en 3.2 pour pouvoir faire certaines corrections avant la mise en prod. Du coup, on est bien aidé par l'utilisation du designer là-dedans parce que pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le designer, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais ça nous permet de versionner facilement tout ce qu'on fait, ça nous permet d'avoir un accès à l'historique du code et ce qui a pu être fait par nos prédécesseurs avant, parce qu'on en parlera après, mais on n'est pas les premiers intégrateurs à travailler, donc parfois on arrive sur des customisations, on se demande pourquoi elles ont été faites, et ça peut nous aider, et ça nous aide aussi à déployer facilement entre les différents environnements d'intégration, de validation, et puis ensuite pour la MEP. Et dans ce genre de chantier aussi, on était très content d'avoir une petite assurance qui fait que dans notre travail d'intégrateur, on connaît suffisamment le fonctionnement d'eTop et ses fichiers pour pouvoir intervenir en direct et passer des hotfix si on en a besoin, et ce qui, au cours de cette migration, n'est pas arrivé, mais ce qui parfois arrive malheureusement. Et du coup, quand ça arrive, c'est souvent lié au fait qu'on n'est pas assez testé, par un manque de temps, des fois par manque d'imagination dans nos cas d'usage, et aussi parce que en fait, chez notre client, du coup, du fait de cet historique et de toutes ces customisations qui ont pu être faites, on a un cahier de test qui prend à la main à peu près une journée à une personne pour tester, ce qui est assez énorme. Il faut bien sûr, pendant ce temps-là, que cette personne ne soit pas occupée à faire autre chose. Et du coup, on a eu l'idée de développer un moteur de test automatisé qu'on présentera peut-être un jour, et dans lequel on peut coder des tests via Selenium. Et ça nous permet du coup d'automatiser les tests. Et là, on est en train de les implémenter petit à petit. On n'a pas pu s'en servir complètement pour la montée en 3.2, mais petit à petit, ça arrive. Ensuite, on peut parler aussi de l'historique de l'infrastructure très rapidement. Donc, du coup, en 2013, quand eTop a été déployé, on était sur une infrastructure assez classique avec des machines hébergées sur le site, des VM applicatives et bases de données. Et en 2023, on nous a demandé d'accompagner l'équipe infra dans la migration de eTop sur les environnements cloud Azure. Donc tout ça dans des besoins de FinOps pour optimiser les coûts et pour que ce soit plus facilement monitorable aussi par les équipes infra là-bas. Et dans ce cadre, on est passé sur une base de données en PaaS, en plateforme as a service. Alors, on est passé sur du MySQL, ce qui était une erreur. On s'en est rendu compte après, parce qu'à l'époque, Azure n'offrait pas de MariaDB en PaaS. J'ai cru comprendre que ça allait changer bientôt. Donc ça fonctionnait plutôt pas trop mal, mais au moment de la migration, on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup en performance sur toutes les actions qui sont relancées par eTop lorsqu'il compile, lorsqu'il y a des move to prod, des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait repartir sur une base de données MariaDB, mais cette fois-ci via un système un peu plus classique avec une VM, un serveur de base de données, et puis voilà. Donc ça, c'est la vie de l'infrastructure sur une application qui est là depuis longtemps. Ensuite, un mot sur la centralisation des données. Donc là, il y a une liste non exhaustive des objets qui sont synchronisés tous les jours dans eTop. Alors on peut citer le cas par exemple des PC qui sont synchronisés, là ça induit aussi de la complexité, ils sont synchronisés par plusieurs sources de données, et les mêmes PC peuvent être synchronisés plusieurs fois par plusieurs sources de données au cours de leur cycle de vie. C'est-à-dire que quand ils arrivent de chez le fournisseur, ils sont synchronisés une première fois via des fichiers qui nous sont déposés sur nos serveurs, et ils sont synchronisés une deuxième fois par les équipes de la DSI quand ils les envoient dans les filiales pour équiper les utilisateurs. On a aussi le cas des personnes. Donc là, c'est une synchronisation un peu particulière, puisque en fait, quand un nouvel utilisateur arrive chez notre client, on l'a dit, il est d'abord créé dans eTop par les équipes du support N1. Ces informations remontent au référentiel RH. Et ensuite, elles redescendent au moment de la première paie, mais du coup, il peut y avoir parfois un décalage de presque un mois, avec des informations comme le numéro d'employé, ou différentes informations sur le site, le manager de la personne, des choses comme ça. Et ça crée des doublons. Et donc, quelque chose on en parlera après, mais quelque chose qu'on doit traiter aussi.
Et donc du coup, dans la façon dont on remonte les données, là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions, puisque au début, tout était développé par des scripts bash de façon unitaire, et chaque développeur faisait un peu à sa sauce. C'était parfois pas documenté, ou alors la documentation peut se perdre à différents endroits. Et là-dessus, on en a eu un petit peu marre, et du coup, on a décidé que petit à petit, à chaque fois qu'on doit reprendre une synchro, on allait la migrer vers le collecteur ITOP que beaucoup doivent connaître aussi, où en fait là, on est capable de retransformer la donnée ici là, via la petite brique transform qu'on voit, et ça nous facilite grandement la tâche parce que le process est toujours le même. On demande aux sources de données, aux gestionnaires des sources de données de nous déposer les fichiers à un endroit sur un serveur. Ensuite, on fait à peu près toujours la même chose, donc c'est pour ça qu'on a des grands bénéfices via cette standardisation. En fait, on les développe toujours de la même façon, on retraite l'information à peu près de la même façon pour qu'elle soit compatible avec ITOP, puisqu'on a des données qui, parfois en entrée, ne sont pas compatibles avec ITOP. Donc ça nous offre aussi beaucoup de souplesse et de maintenabilité, puisque la maintenabilité, parce que, encore une fois, vu que c'est toujours la même chose, c'est très facile d'y retravailler, et de la souplesse aussi, grâce à cette brique transform, on est capable vraiment de retravailler de la donnée pour qu'elle soit compatible avec ITOP. Et voilà. Et du coup aussi le collecteur est documenté à un endroit qu'on connaît sur le site de Combodo, et c'est assez pratique. Ensuite, on va vous parler aussi de l'implémentation qu'on a pu faire sur les évolutions liées aux nouveaux standards de l'IT. Alors récemment, on a implémenté le SSO. Ça a été quelque chose qui était attendu de la part de tous les utilisateurs. C'est vraiment un standard actuel. Comme je vous disais, on a automatisé pas mal de tâches redondantes. Notamment, par exemple, je citais le cas de la synchronisation des personnes qui, en fin de mois, quand ça redescendait des logiciels RH, ça pouvait générer des doublons. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise une extension qu'on a développée nous-mêmes qui s'appelle le moteur de règles. On est capable de coder des règles métiers. Donc c'est plus du dev à proprement parler, mais c'est vraiment avec une mécanique de déclencheur et d'action derrière pour supprimer une des deux fiches personnes quand il y a des doublons. Alors c'est pas mal parce que ça évite à des agents de faire des actions très redondantes sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée intellectuelle. On peut dire aussi qu'il y a eu l'implémentation, alors pas par nous, mais par un autre fournisseur, d'un process de RPA. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un robot qui vient et qui est capable d'aller chercher des informations dans ITOP par appel API, et qui est capable ensuite d'aller dans d'autres applications pour faire tout un tas d'actions. Ça peut être créer des comptes AD, que sais-je encore, mais... Donc c'est pas mal parce que pareil, ça automatise des choses et ça évite des tâches très redondantes à beaucoup d'utilisateurs. On a aussi gagné en flexibilité avec l'utilisation des webhooks. Là par exemple, on est en train de développer une interco. Avant, on aurait dû passer par des scripts bash, des choses qui auraient été peut-être faites de façon pas très standard. Et maintenant, avec les appels webhooks, c'est transparent puisque toujours cette mécanique de déclencheur, un événement, et on envoie un appel API dans l'ITSM en face. On a aussi pas mal gagné en sécurité, je pense, avec l'utilisation des tokens OAuth 2. Pareil, vous devez tous connaître. Et enfin, il y a eu une implémentation par Wikid d'un chatbot dans le portail d'ITOP, ce qui permet aux utilisateurs qui ne sont pas très à l'aise pour naviguer dans le portail, ça leur permet de juste rentrer textuellement, de parler avec un chatbot et d'être orienté vers la bonne catégorie de services pour faire leur ticket. Alors ensuite, un des gros enjeux pour nous, là on va sortir un peu du technique, c'est la continuité opérationnelle. Comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de prestataires depuis 12 ans, donc nous ça fait 3 ans qu'on est sur la mission, mais avant ça il y a eu d'autres prestataires que je ne pourrais pas nommer malheureusement. Mais du coup ça fait qu'il y a eu énormément d'acteurs qui ont travaillé, que ce soit du côté fonctionnel pour implémenter des process dans ITOP, ou sur le côté technique pour implémenter de façon technique ces process. C'est pas très... Enfin bref, je pense que vous avez compris. Mais du coup, il y a une perte d'historique. La documentation, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas toujours bien faite. Elle n'est pas forcément partout au même endroit. Et donc, on essaye de... Ouais, c'est un gros enjeu, c'est de réussir à tout standardiser et essayer de centraliser un maximum d'informations. Et aussi parce que ça nous fait gagner, nous, en efficacité quand on a un turnover dans notre équipe.
Parce que là, ça fait 3 ans qu'ITSM Factory s'occupe de ce client. Il y a déjà 5 collaborateurs qui ont pu travailler, entrer, sortir. Et donc là, on gagne du temps au moment de la formation et de la transmission. Voilà. Et comme j'ai déjà dit, un des enjeux, donc, autant techniques qu'organisationnels, finalement, c'est le fait qu'on soit loin des standards ITIL. Et du coup, ça induit un peu de complexité. Est-ce que c'est ça? Ouais. Du coup, comment on fait pour aller vers cette continuité opérationnelle, de la documentation et des procédures le plus possible, même si ça prend du temps, on sait que c'est souvent reculé pour mieux sauter. On essaye de mettre en place aussi à l'intérieur de notre équipe et avec des agents chez notre client un peu de peer learning. Donc en fait, on essaye quand on fait une tâche dont on sait qu'elle est un peu critique et il y a peut-être qu'une seule personne qui a la connaissance, on essaye de travailler à plusieurs dessus, de passer la connaissance visuellement. Donc c'est ce qu'on appelle aussi du shadowing en organisation d'équipe. Du coup, ça a pour effet de réduire les single point of failure, de faire en sorte que si on a un qui demain fait un burn-out, je sais pas pourquoi je suis obligé de parler de choses comme ça, mais juste qui change de travail par exemple, on peut facilement assurer une continuité pour notre client. Mais du coup, en fait, c'est aussi ce qui fait la valeur chez de notre travail, ce qu'on essaye d'implémenter chez notre client, c'est qu'il ne travaille pas juste avec un intégrateur, mais avec une équipe et qu'il y a de la continuité derrière. Je l'ai dit aussi, on essaye de standardiser un maximum de choses, donc via l'implémentation de collecteurs, d'un collecteur standard. On essaye de nettoyer le code quand on peut, quand on y arrive, quand on comprend l'entièreté de ce qui a été fait, ce qui n'est pas toujours gagné, mais c'est un défi quotidien. Et on essaye aussi de nettoyer le catalogue de services, parce que vous imaginez bien que depuis 12 ans, des entrées de catalogue de services qui ne servent plus à rien, il y en a qui se sont accumulées. Donc, on fait régulièrement des audits, on essaye de rationaliser quand on voit qu'il y a eu 2 tickets dans l'année sur une sous-catégorie de service, on essaye de voir quelle en est la raison déjà. Et enfin, on utilise le moteur de règles aussi autant que possible, du coup pour sortir le code d'ITOP en lui-même, et pour avoir quelque chose qui est implémentable par quelqu'un qui ne serait pas un développeur, mais quelqu'un d'un petit peu plus fonctionnel. Et en tout cas, c'est vachement plus facile de suivre ce qui a été fait, puisque encore une fois, c'est une mécanique de déclencheur et action faite dans ITOP qu'on comprend au premier regard dans la GUI d'ITOP. Et donc, on essaye aussi d'avoir un process d'amélioration continue des process, donc ce qu'on peut voir dans ITIL. Alors là-dessus, je suis pas spécialiste ITIL, et s'il y en a, peut-être que ça va vous faire sauter au plafond la façon dont je le présente, mais voilà, c'est ce que j'ai déjà dit. On a des audits réguliers sur les services et les sous-cadres qui ne sont pas utilisés. On a introduit, pour essayer de rationaliser l'accès à certaines parties du catalogue de services par nos clients, des fonctions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une organisation, on peut avoir différentes fonctions. Et par exemple, un magasinier ne verra pas les mêmes services et les mêmes sous-catégories de services qu'un responsable RH ou qu'un responsable d'infra. On a aussi mis en place beaucoup d'audits sur les règles d'approbation, parce que là, pareil, ça va assez vite. Il y en a qui demandent des règles d'approbation très personnalisées. On se rend compte que c'est souvent un peu la guerre quand une personne part et qu'il y avait son ID qui était mis en dur dans la règle d'approbation. Il n'y a plus rien qui est approuvé. Donc là, on a essayé de limiter ça, de le supprimer, de faire des approbations qui partent directement à des équipes ou des rôles définis sur des organisations pour que ce soit plus dynamique. Et enfin, on fait pas mal de revues des demandes d'évolution aussi. C'est-à-dire qu'on est une équipe, donc on a notre responsable de mission chez notre client. On étudie vraiment méticuleusement chaque demande d'évolution pour être sûr qu'elle crée bien de la valeur. Parce que bien sûr, ils nous payent, donc il ne faut pas qu'ils nous payent à faire des choses inutiles. Et puis aussi pour être sûr que s'il y a 10% des utilisateurs qui vont gagner, les 90% qui restent ne vont pas perdre avec les nouvelles fonctionnalités qu'on nous demande d'implémenter. Et donc les bénéfices qu'on en a de notre méthode et du coup d'avoir gardé ce ITOP en vie aussi longtemps et de ne pas être reparti de zéro, c'est qu'on a une stabilité dans le temps, parce que finalement on a des équipes et des gens qui sont là depuis avant, qui sont dans l'entreprise depuis avant même l'implémentation d'ITOP, qui depuis 12 ans ont un outil qui tourne de la même façon, et ça leur apporte énormément de valeur. On peut dire aussi que dans les bénéfices, on a réussi à faire notre migration en 3.2 avec une équipe réduite, donc on était à peu près à 2,5 ressources sur 3-4 mois, ça dépend comment on compte, mais voilà. Là où à mon avis, si on avait voulu repartir de zéro pour offrir
l'ensemble des services à tous les utilisateurs dans le monde, 4 mois, ça n'aurait pas été suffisant, et surtout, on n'aurait pas été que 2,5 à faire le job. On a aussi les bénéfices du coup d'avoir de la centralisation de données, et une donnée très historique, puisque du coup, une donnée qui a plus de 12 ans, et une donnée qui reste la même au cours du temps. Et enfin, on a réduit la résistance au changement de la part de tous les utilisateurs, puisque déjà pour les utilisateurs portail, on a migré en 3.2 et eux, ils n'y ont vu que du feu, puisque le catalogue de services est resté le même et le portail est resté le même. Et enfin, la conclusion, elle est assez rapide finalement, c'est qu'on a pu avoir cette méthode évolutive parce qu'on a une bonne relation avec l'éditeur, parce que le processus d'amélioration continue a fait son œuvre. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que la méthode qu'on a, elle est adaptée au DSI non IT. Et surtout, on s'est rendu compte que voilà, ça demandait beaucoup moins de travail de faire l'évolution technique que de faire une refonte fonctionnelle de tout le ITOP. Et du coup, il n'y aura pas de questions, puisque je crois que c'est Hardis qui maintenant va venir présenter le cas opposé, où ils ont refondu un ITOP depuis zéro. Merci de m'avoir écouté.